De Gaulle n'a joué aucun rôle militaire. C'est un politique, en fait. C'est un politique. C'était un politique déguisé en militaire. D'ailleurs, De Gaulle n'aimait pas l'armée, hein, en vérité. Mais le principal crime du général de Gaulle, j'en ai pas encore parlé. En 1944, il arrive à être le maître de la France. Il aurait pu à ce moment-là s'entendre avec Pétain. Pétain avait envoyé le fameux amiral Lefond lui proposer une transmission des pouvoirs. Donc en gros, Pétain m'a délégué sa légitimité et moi, amiral Lefond, je vous la rends. De Gaulle refuse. Et De Gaulle donc, aurait pu à ce moment-là reprendre le flambeau de la Révolution nationale, il aurait pu reprendre le flambeau de l'héritage culturel et spirituel de la France qui revenait sur la Révolution française, parce que Pétain voulait faire une république anti-jacobine, il voulait faire une république corporative et familiale. J'ai pas le temps de développer, c'est dommage. Une fois peut-être. Ah ouais. De Gaulle aurait pu valider ça, mais qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit les cocos. Il choisit l'anti-France, il choisit la gauche. La droite s'est faite liquider en 1944. Pourquoi? Que s'est-il passé en 1944? Les Américains arrivent en juin. Il s'est passé un truc dont on ne parle jamais. L'épuration. Après, justement, l'épuration. De Gaulle laisse faire les cocos, il laisse faire la fameuse épuration, qui se traduit en gros entre 40 et 100 000 morts. 40 et 100 000 morts, ça c'est l'épuration sauvage. C'est pas des collabos qui sont fait buter pendant l'épuration, bien sûr, on a pu en trouver. Il y a la vengeance aussi, c'est quoi alors? On a voulu liquider une classe sociale, on a voulu liquider les notables de droite. Les communistes voulaient faire une révolution sociale et politique. Donc ils en ont profité pour liquider la vraie droite. Je parle pas de Juppé, je parle pas de Sarko, l'américain. Je parle de la vraie droite, la droite Léon Daudet, Chateaubriand, et j'en passe. Bref. Donc les communistes ont fait cette épuration. À peu près 1 million de personnes mises en prison. L'épuration légale condamne 10 000 personnes à mort. Et il y a eu, ce qui est très intéressant, c'est qu'à cette époque, on a inventé le concept d'indignité nationale, qui en gros vous empêchait de bosser et compagnie. La diabolisation d'aujourd'hui, l'ostracisme social par diabolisation, c'est la fille de l'indignité nationale. Cette saloperie de diabolisation inventée par la gauche, c'est la fille de l'indignité nationale. Donc De Gaulle avait le choix entre la France et l'anti-France. De Gaulle avait le choix entre l'héritage spirituel de la France et la République des Lumières, de la gauche, des cocos. Il a choisi la République des Lumières pour asseoir sa légitimité. C'est un crime contre la France, et si la France s'est ralliée au mondialisme plusieurs décennies plus tard, c'est à cause de cela. Et ça, c'est De Gaulle a fait perdre un siècle à la France. Parce que la situation dans laquelle on est là, on va s'en sortir parce que l'instinct de survie nous y poussera. Mais De Gaulle a rétabli les Lumières que Pétain avait éteints. Pétain les avait mis à l'amende, il avait mis l'amende de la franc-maçonnerie d'ailleurs, cette parenthèse. Oui, c'est vrai. Ce que c'est sympatoche. Et De Gaulle avait le choix donc entre ça et la barbarie communiste, et il a choisi ça. J'aimerais vous faire une dernière citation. Une citation de René Rionnier dans son livre Réquisitoire contre le mensonge, un livre anti-gaulliste absolument génial, qui parle aussi beaucoup des questions algériennes. Il nous est arrivé de nous demander au cours de notre travail comment un être normal peut, sans avoir honte de lui-même, s'abaisser à mentir, à tromper, à trahir, à mystifier des hommes, français ou musulmans, qui de bonne foi se sont confiés et dévoués à lui. Nous n'avons pu formuler qu'une réponse, et ce n'est pas la lecture de son œuvre de jeunesse qui l'infirmera. Pour Charles de Gaulle, les hommes, les peuples, les vivants et les morts, les souffrances, le sol, le foyer, la légalité, l'illégalité, la fidélité, la fausseté, ne sont que des pions qu'il déplace sur l'échiquier où se joue sa propre grandeur et sa légende. Comme hanté par la réalisation de sa destinée, il reste indifférent à ce qu'il brise, à ce qu'il écrase, ainsi qu'aux moyens et aux alliés qu'il emploie. Le pouvoir qu'il assume n'est pas fait pour le bonheur des hommes, mais pour que se réalise l'idée qu'il a de lui. Le but d'Hitler était extérieur à lui-même, c'était la domination germanique. Le but de Lénine et de Staline l'était aussi. La domination du prolétariat s'apparente à bien des égards à celle d'une race élue. Mais le but de Gaulle a quelque chose d'hallucinant et de sordide. Tout se passe à l'intérieur de lui-même et n'a d'autre explication que lui-même. Chapeau. C'est clair, au moins, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi Churchill a soutenu De Gaulle? Oui. C'est parce que les anglo-saxons voulaient deux choses de la France après la guerre. Un, qu'elle accepte de faire une fédération occidentale européenne pour faire contrepoids à la Russie, voire avec d'autres arrière-pensées mondialistes en ce qui concerne l'oligarchie anglo-saxonne.
anglo-américaine, pardon. Et deuxième chose, elle voulait qu'il liquide l'empire colonial français, et en particulier le Sahara. Parce que le Sahara, c'était du pétrole. Et on ne voulait pas que la France ait ce turbo-nucléaire qui est le Sahara. Donc quand on me dit De Gaulle a sauvé notre or, franchement, donne-leur aux Américains, et on garde le Sahara. Hein. Sincèrement, le Sahara, ça rapporte à l'Algérie actuellement, alors que ça n'avait jamais été algérien, hein, ça rapporte des dizaines de milliards d'euros par an. En larguant le Sahara, De Gaulle a commis un crime contre les intérêts de la France. Mais là, on sort de notre période. Parce qu'il y a deux périodes, toi justement, tu penses que De Gaulle, on peut le diviser en deux périodes, c'est vraiment la période, je pense que De Gaulle a dû être torturé beaucoup par sa conscience. Ouais. Si De Gaulle a pu faire des choses bonnes lorsqu'il était président, je veux dire, je veux bien que vous distribuiez des pansements, mais il ne fallait pas déverser une épidémie. Je veux dire, voilà, De Gaulle a mis des rustines sur des jambes en bois, si vous voulez. Le crime qu'il a commis, c'est que nous pouvions revenir sur la Révolution française avec ce projet de république corporatiste et familiale que voulait faire Pétain. Cette république que j'appelle anti-jacobine. Pétain voulait rechristianiser la France. Je rappelle que Pétain voulait qu'on apprenne les devoirs envers Dieu à l'école. Hein. On voit où on en est aujourd'hui. Vous savez, beaucoup de gens critiquent mai 68, mais mai 68, c'est la conséquence de 1944. Mai 68, c'est la conséquence de l'épuration. La droite s'est faite liquider en 1944. Il y avait des freins moraux, si vous voulez. La droite n'était pas exceptionnelle, si vous voulez. Ce n'était pas, c'était pas la méga folie. Mais voilà, elle avait quand même beaucoup plus de mérite que cette gauche infâme qu'est l'anti-France. On ne peut pas critiquer mai 68 si on ne critique pas 1944. Impossible. Et d'ailleurs, il y a un lien. Hein. 1944, c'est un 1789 bis. 1944, c'est la restauration de la République des Lumières. Et ça, c'est un crime capital contre l'âme de la France. Puisque c'est le piège à loup qui rabaisse la France depuis 200 ans, et De Gaulle l'a reconstitué, ce piège à loup. Mais ça mérite une émission. Est-ce qu'il existe un livre qui condenserait tous ces éléments où Monsieur Agozzi prévoit de s'y atteler un jour? Dans mon prochain bouquin, j'en parle pas mal. Mais donc, Mon tour à Verdun diplomatique de Louis-Dominique Gérard, tuerie totale. L'appel de l'île-dieu de Louis-Dominique Gérard aussi. Alors celui-là, dans la catégorie Je me prends une tarte, le deuxième chapitre qui fait la contre-histoire du 18 juin. Ça, c'est du lourd. Je vous avoue que moi, j'étais malade. Je me rappelle quand je disais ça, j'étais dans mon lit. Impossible de lâcher le livre. De Gaulle contre De Gaulle, de Louis Rougier. La couverture mythique. Hein. Je sais pas si on la voit bien. Ouais, je veux bien la mettre devant la caméra. Je veux mon libraire contre culture. Voilà. Histoire élémentaire des Vichy de l'amiral Offand. Pas mal du tout. Tous les bouquins de Louis Rougier. Et j'ai oublié de citer Jacques Izorni, l'avocat de Pétain. Il faut savoir que Izorni, pendant la guerre, défendait les communistes. Et à la Libération, il défendait les prétendus collabos ou véritables collabos. Voilà, donc c'était un avocat. Il a fait un travail très sérieux sur Pétain. Les bouquins de Jacques Izorni sont vachement synthétisés. Je les ai pas sous les mains là, c'est pas grave. Voilà, mais sinon, l'homme à découvrir, c'est Louis-Dominique Gérard. Ça, vraiment, Gérard, d'accord. Ça a changé ma vie. Hein. Ça, vraiment, dans la catégorie débranchage de la matrice, c'est lourd, hein, c'est du lourd. Les bouquins de Jean-Raymond Tournou sont pas mal aussi. C'est un résistant, c'est très facile à lire, il y a plein de citations. On peut lire donc Pétain et la France, et aussi il y en a un autre qui est pas mal, qui s'appelle Pétain et De Gaulle. Voilà. En tout cas, merci Adrien, vraiment une émission. Il n'y a pas de quoi. Une émission hyper intéressante. Je remercie Méta TV parce que, sincèrement, ce que j'ai dit là, à ma connaissance, ça n'a pas été dit depuis des décennies. Ouais, et il faut que la France comprenne ce qui s'est passé à cette époque-là, et qu'elle n'a pas été cette saloperie que le système lui dit qu'elle est. La France vaut mieux que ce que le système dit d'elle. Et certains hommes diffamés par le système, le maréchal Pétain, le général Végan, l'amiral Offand, et beaucoup d'autres. Même Darlan, quelque part. Et l'amiral Darlan, tout à fait, ne sont pas ces saloperies qu'on nous dit qu'ils sont. C'était des patriotes, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour se battre pour la France, et je le dis, ils ont combattu le nazisme. Et je mets au défi n'importe quel contradicteur. Là, tu vas faire pire que Zemmour, je pense. Qu'est-ce qu'il en a parlé 20 minutes, ça a fait un tremblement de terre. Je suis pas dans les mêmes cénacles que lui, c'est-à-dire que moi, ici, je peux parler librement, j'ai pas autour de moi
un Ah oui, c'est vrai que intéressant. nous, on n'est pas en procès comme lui, le Parce pauvre que serait dans si l'émission, il est en demain procès. j'allais chez Ruquier, je serais dans le cadre d'un guet-apens Ah médiatique. oui, ce serait terrible. Et puis voilà, on me mettrait des coups dans les tibias, enfin voilà quoi, ça serait... Bon. Vous allez réhabiliter le nazisme, c'est ça qui te dirait Émeric Pamon. Oui, Émeric Caron. En tout cas, merci. Nous, de toute façon, on te reverra. Je souhaite toutes mes Adrien, condoléances. et- Enfin, je fais toutes mes condoléances au cerveau d'Émeric Caron. Et Émeric Caron, ouais, nous aussi. Ça lui fera plaisir. Et puis, on passe le bonjour à Eric Zemmour. D'ailleurs, s'il regarde, sait-on jamais cette Allez émission, savoir. il sera le bienvenu ici, avec grand plaisir, pour venir nous parler de son livre, parce qu'on a plein de questions à lui poser. En tout cas, merci beaucoup. Zemmour fait beaucoup de bien. Il fait Ouais. beaucoup de bien. En tout cas, il ouvre les débats. Moi, je suis pas d'accord avec tout, mais je trouve qu'il ouvre Il ouvre les débats de très bons débats. et puis il emmerde le système. On peut dire ce qu'on veut de lui, mais Ah oui, quand on commence à traiter d'antisémite, je me dis oui, c'est vrai qu'il est fait chier. n'importe Là, il est fait chier, vraiment. Quand t'as Tani et puis Marc Benamou qui commence à dire c'est un antisémite, bon. quoi. Ouais, c'est même pas sérieux. Ça commence à devenir inquiétant.